Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Oula, ça a pas l'air d'être la grande forme. Ouais, non, je suis un peu déprimé. Je tourne en rond. Oh, mais je sais ce dont tu as besoin à toi. Un petit cliché de combat à démonter. Ouais, ça pourrait me faire du bien. Allez, je t'en envoie un tout beau tout chaud sur ton écran, et je pense que la magie opérera toute seule. Oh putain. Le Sword Clash ou Sword Lock ou Blade Lock, appelez ça comme vous voulez, c'est un phénomène qu'on a déjà évoqué vite fait dans notre vidéo sur les 8 pires clichés des combats à l'épée. Mais on a surtout que gratté la surface alors qu'il y a des trucs assez intéressants à dire. On l'a déjà dit, mais c'est un trope assez courant dans les films, séries et jeux vidéo. Généralement, pendant un combat entre deux personnages importants, ils finissent parfois par se retrouver dans une impasse, leurs lames pressées l'une contre l'autre. Ces moments sont l'occasion de rajouter une confrontation verbale entre les deux protagonistes ou un intense et épique duel de regards. Cet élément est utilisé pour augmenter ce qu'on appelle la tension dramatique. Elle permet clairement de pouvoir montrer la force et l'opposition entre les deux combattants. Pour reprendre l'exemple du duel entre Ned Stark et Jaime Lannister dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, on comprend à ce moment-là que Jaime est surpris de la qualité de combattant de Ned, et à l'inverse, on sent la détermination et la force de conviction de Stark. C'est une manière simple, efficace et visuelle de pouvoir plus en dire sur les personnages, et apporter autre chose au duel. Dans ce cas-là, au-delà d'une confrontation physique, c'est surtout une confrontation idéologique entre les deux personnages. Et ce moment de calme apparent permet également de mettre un moment de pause dans le combat, afin de laisser se reposer le spectateur pour qu'il y voit plus clair dedans. Et le Blade Lock, Sword Clash, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et c'est certainement plus vieux que le cinéma d'ailleurs si on inclut les pièces de théâtre. Les premiers films à populariser ce genre de choses sont surtout les classiques des années 20 comme Le Masque de Zorro. On est sur du bon vieux cliché de qualité, sans temps d'âge, un vrai délice. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout ça pour dire que d'un point de vue cinéma, storytelling, tout ce que vous voulez, ces scènes dans les combats se justifient amplement. Et en soi, si c'est pas trop mal fait, ça me dérange pas plus que ça. Bon après je dis pas qu'il n'y a pas 1000 idées bien mieux et réalistes de faire exactement la même chose, on en parlera peut-être un jour. Mais j'en comprends le sens et l'intérêt. Les réalisateurs ne font pas des trucs débiles juste pour faire des trucs débiles. Oula, t'as jamais vu Vikingdom, toi? Un chef-d'œuvre. Parce que oui, c'est complètement débile de faire un truc pareil avec des épées. Spoiler alerte. Normalement, faut dire le spoiler alerte avant le spoiler. C'est comme si tu disais à quelqu'un de mettre les mains en l'air après lui avoir tiré dessus. C'est pas le meilleur parallèle ça. Et t'es bien bavard aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, j'attends de voir ma nouvelle bombe exploser dans la zone de test, mais le minuteur est cassé. Donc je sais pas pour combien de temps j'en ai. Déjà quand vous combattez, à aucun moment vous aurez envie de faire ça et ça vous viendra instinctivement, même si vous êtes complètement débutant. Déjà parce que si vous vous retrouvez nez à nez avec votre adversaire comme ça, il ne va pas y avoir d'autre option que de rentrer en lutte. Et là, on oublie l'escrime classique, ça part au pugilat ou en demi-épée. Et quand bien même, comme je vous l'avais montré une fois, le contre est ultra facile en fait. Si vous tombez sur un gros débile qui veut pousser sur votre épée après une parade, vous n'avez juste qu'à faire glisser votre lame sur le côté et mettre au choix un coup de pommeau ou un coup de taille. C'est juste de la physique en fait. Vous pouvez également lâcher une main pour passer en demi-épée en faisant une petite poussée comme ça, et là vous pouvez également faire glisser l'épée adverse jusqu'à votre garde et planter la pointe dans le torse ou la tête, en fonction de vos envies. Puis honnêtement, c'est très galère de faire un swordlock, les lames elles glissent, non, c'est pas pratique du tout. Dans le pire des cas, très bien. Vous poussez avec votre épée sur la lame de l'adversaire, voilà. Mais c'est quoi la finalité? Pouvoir la rapprocher suffisamment pour marquer une entaille? Bah, ça ne marchera pas. Si votre adversaire a un minimum de protection, ça ne passera pas. Le faire reculer? Ouais, c'est pas la meilleure manière de pousser quelqu'un. Faudrait refaire la technique de la demi-épée, mais ça n'apporte toujours pas vraiment de sens à ce qu'on fait. Donc voilà, faire un swordlock comme on le voit souvent dans les jeux vidéo, les films et les séries, ça n'apporte pas grand-chose, et martialement, il n'y a pas vraiment de sens à faire ça. Mais ça ne veut pas dire que avoir sa lame en contact continu, on va dire, sur celle de l'adversaire, c'est pas quelque chose qui se fait. Bien au contraire. Ce phénomène s'appelle le sentiment du fer. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'en ai déjà un peu parlé. Mais bon, une petite mise à jour, là, c'est pas plus mal, parce que depuis, vous êtes 70 000 de plus.
Le sentiment du fer, c'est quand je viens mettre intentionnellement ma lame en contact de l'adversaire. Et là, ça va être très compliqué d'expliquer parce qu'on parle de sensation physique, et c'est quand même dur de le traduire avec des mots. Mais on va prendre l'exemple de la voiture pour celles et ceux qui conduisent, mais en fait ça marche aussi avec un vélo. Quand vous roulez, vous n'avez pas le cul sur le sol, mais pourtant, vous avez une idée assez précise de comment est la route. Si elle est rugueuse, lisse, mouillée, si la tenue de route est bonne, ou si au contraire c'est super glissant. Vous le ressentez parce que les pneus de la voiture sont en quelque sorte une extension de nous-mêmes. Et en fonction de pas mal de paramètres, vous êtes capable de ressentir la route sans la toucher directement. Puis faut avouer que ça serait chiant de devoir faire ça pour pouvoir bien conduire. Et bien avec une épée, c'est exactement la même chose, mais c'est même encore plus clair et simple. Une fois votre lame en contact avec l'autre, c'est exactement comme si vous la touchiez. Vous ressentez la moindre pression, les contractions de votre adversaire, comment il tient son épée, la résistance qu'il porte. Bref, vous avez la sensation de sentir les mouvements de l'adversaire grâce à votre lame. C'est le sentiment du fer. À partir de là, grâce à ce sentiment, vous allez entamer ce qu'on appelle en escrime germanique l'Arbeit. D'ailleurs, en français, on parle du parloir. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça ne veut pas dire que Arbeit, ça veut dire parler en allemand. Non, le parler ne rend pas libre. Sans rentrer trop dans les détails techniques, quand on se retrouve dans cette situation, si je veux par exemple prendre le centre, ce qui est un truc qu'on cherche vraiment à avoir dans ce genre de cas, parce que si on a le centre, eh ben on domine l'échange. L'option 1, c'est l'abnehmen. Si la pression adverse est légère, je peux simplement glisser jusqu'en haut de sa lame pour tout de suite passer de l'autre côté et gagner le centre en estoc. Le geste est assez subtil parce qu'il faut faire une petite rotation de lame pour vraiment gagner le centre. En revanche, l'option 2, c'est si je sens une pression plus importante de l'adversaire sur ma lame. Je peux faire ce qu'on appelle un Durchwechsel, et cette fois-ci passer sous la lame en faisant une sorte de U avec la pointe de mon épée. Mon retrait engendrant un décalage de l'épée adverse vu qu'il est en train de pousser fort, pour encore une fois de plus gagner le centre. On peut aussi justement sentir que l'adversaire ne fait rien, qu'il ne pousse pas spécialement sur notre épée, on peut dire alors qu'il est mou. On peut alors effectuer nous-mêmes une poussée rapide en faisant tourner la lame sur elle-même pour augmenter l'effet de décalage et ainsi prendre le centre à l'estoc. Et si vous tombez sur un débile qui pousse comme un demeuré, et ben bam, vous faites un Zwerch. Après là on est en train d'expliquer ça avec un angle de symétrie entre les deux épées, mais ça marche si c'est asymétrique. Ici par exemple il y a les bras hauts et pousse fort sur mon épée que je tiens bras bas. C'est compliqué de retirer l'épée sans en prendre une derrière, donc si je sens qu'il maintient bien la pression, je peux relâcher la mienne de mon côté en levant les bras. J'inverse la prise de mon pommeau et je viens lui placer un coup d'estoc. Je suis parti d'une garde basse pour aller à une garde haute pour passer la sienne. C'est ce qu'on appelle un Mutti-Run en escrime germanique, une mutation. Et des exemples comme ça, bah, j'en ai des cagettes. Bref, c'est quelque chose qui est central dans l'escrime germanique, donc ces formes de sword lock, eh bah, c'est pas déconnant du tout, bien au contraire. Et pour vous dire à quel point c'est important, je vais vous laisser une petite citation des maîtres d'armes germaniques et je remercie French et Maboy de me l'avoir donné. Journal de Rorschach, 12 octobre 1985. Ce matin... Merde. Ah, je me suis trompé de fiche. Je reprends. Lorsque quelqu'un te lie avec une frappe, un estoc ou quelconque technique, ne tourne pas ton épée trop hâtivement. Détermine au croisement des épées s'il est dur ou mou. Et dès lors que tu sens cela, agis immédiatement. Tourne ton épée en fonction de ce sentiment, afin de prendre une ouverture. Tu dois toujours savoir ce qu'il est approprié de faire à chaque fois que tu lies ou que les épées se rencontrent, si tu souhaites défier et vaincre les maîtres. Et ça marche avec pas mal d'armes, que ce soit des lames, des lances et même des boucliers. Je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur le combat viking et le bouclier viking. Voilà, je vous la mets dans la description. Elle est vieille, mais elle est encore bien à jour et vous allez comprendre de quoi je parle. On peut parler alors de sentiment du bois d'ailleurs. Bon, est-ce qu'il y a pour autant une arme avec laquelle ça pourrait être pertinent de se mettre comme ça contre l'adversaire et de pousser comme un con? Eh bien, j'en vois une. C'est la hache d'arme dans du combat en armure. En effet, il n'est pas rare quand on combat à la hache d'arme de se retrouver ampe contre ampe à faire face l'un à l'autre et de pousser. Ça ressemble fortement à un sword clash dans l'idée. Sauf que là, il faut aussi prendre en compte le contexte. Déjà, on est en armure et ça change tout. Et en plus, le combat à la hache d'arme, bah, faut voir ça un petit peu comme du judo. On pousse pas juste par plaisir de pousser, mais on cherche à trouver le bon angle et le bon appui pour ensuite maîtriser son adversaire et par exemple, le mettre au sol.
Donc là, on a une vraie finalité, un vrai but martial, à se retrouver l'un en face de l'autre, à pousser avec la rampe de sa hache. C'est pas juste pour des aspects dramatiques. Mais bon, là, on est sur un mode de combat qui diffère totalement de l'épée, en tout cas de l'épée normale, hein, parce que ça ressemble quand même pas mal à la demi-épée au final. Donc c'est assez logique de voir de telles différences, et que, mis dans ce contexte-là, c'est pas débile. En résumé, à l'épée et avec la plupart des armes, c'est un cliché qui ne date pas d'hier, et qui existe surtout pour ce qu'il apporte en dramaturgie dans un combat. Mais ce n'est absolument pas quelque chose qui se fait de manière réaliste. Et quand tu tiens ton épée pour la première fois et que tu combats, tu te rends compte que ça n'a pas de sens de faire ça. Ah, bah quand même. Ah, c'était bien plus puissant que prévu. En tout cas, guerrières et guerriers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr la partager sur votre réseau social préféré. Vous aurez remarqué que je suis un peu plus équipé que d'habitude, et c'est normal, la boutique Mediev m'a filé pas mal de matos. On a essayé de constituer un début d'armure qui soit à peu près cohérent, même si c'est compliqué quand tu fais avec des pièces d'armure prêtes à porter. Bref, on en parlera sur les vidéos qui traitent de l'armure, parce que je suis assez content. Maintenant, je peux en parler. Et n'hésitez pas à aller visiter la boutique Mediev qui propose du matériel d'évocation et de reconstitution, le lien est dans la description. Et je tiens à vous dire aussi que le nom de la chaîne Twitch a changé, parce qu'en fait je ne stream pas du tout dessus, c'est surtout Chiquinito qui fait tout le travail. Donc eh bien on a renommé la chaîne Twitch Chiquinito _ entrée en lice. Comme ça au moins, ça sera un peu plus clair que c'est lui le streamer de la chaîne, et au moins il s'approprie un peu le truc et ça valorise son travail. Donc si vous cherchez la chaîne Twitch, j'ai déjà changé tous les liens dans la description et tout, mais voilà, c'est Chiquinito entrée en lice. Mais normalement si vous tapez Chiquinito ou entrée en lice, vous tombez dessus et c'est plutôt pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch également. En tout cas, guerrières et guerriers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, gardez l'esprit affûté.